J'attends encore quelques minutes, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un petit message dans la discussion pour vous présenter. C'est toujours sympa de savoir qui c'est qui se connecte à une visio et peut-être que voilà, il y a des gens qui se connectent, qui se connaissent déjà et qui peuvent échanger. Donc, n'hésitez pas à faire une petite présentation de qui vous êtes et pourquoi ce sujet vous anime. J'attends une petite minute supplémentaire et on va démarrer. Bon, je vous propose qu'en attendant que les participants arrivent, je vous présente un petit peu du coup la Collab, qui est l'organisateur donc, de ce webinaire. Donc, la Collab, c'est une entreprise collective engagée qui réunit aujourd'hui 130 freelances au travers la France, Toulouse, Paris, Marseille et Nantes. On a une approche très locale. On est multispécialiste et passionné par des métiers qui touchent le marketing, la communication et le digital. Donc voilà, on est très ravis de vous accueillir aujourd'hui et peut-être vous faire découvrir aussi notre collectif. Aujourd'hui, donc plus de 130 indépendants sont en mission et on travaille régulièrement ensemble, mais 700 freelances ont déjà montré leur intérêt pour rejoindre le collectif. On a déjà eu des échanges avec eux. On représente à nous tous 32 métiers, puisque voilà, les briques marketing, communication digitale, ce sont des briques qui se spécialisent de plus en plus en termes de métier et du coup, on est de plus en plus nombreux avec des expertises différentes. Et les métiers que l'on représente, donc ça va de la partie très marketing, produit, de l'offre, la vision stratégique, mais aussi la partie communication, web marketing, avec tous les métiers community manager, référencement naturel, référencement payant, des emailing managers, des relations presse. On a aussi tous les créas et les designers qui mettent tout ça en forme et de façon très esthétique. Et enfin, on a tous les métiers liés autour du développement et de la data, qui sont tous les métiers liés à la tech pure. À la Collab, on travaille entre freelance et on accompagne les entreprises grâce à 3, on va dire, offres et méthodes de travail. La première, ça va être la Collab Project, qui va s'apparenter plus à une agence de communication, c'est-à-dire qu'une équipe de freelance vont se réunir pour répondre à un besoin client et réaliser un livrable comme un site internet, une création de marque. Ensuite, vous avez la Collab Connect, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, puisque c'est celle qui touche purement au recrutement de freelance et au management des freelance. Et enfin, vous avez la Collab Academy, qui vous permet de vous former avec des parcours de formation personnalisés, sur mesure, qui sont délivrés par des freelance. Donc, ce sont des formations très opérationnelles et très actionnables pour les entreprises. On fait tout ça avec des valeurs qui nous sont chères et qui nous réunissent. La première, c'est la bienveillance. Alors, je sais que ce mot est ultra utilisé et galvaudé, mais elle est très importante pour nous. Donc, nous, la bienveillance se traduit par beaucoup d'écoute, d'empathie et du respect dans le travail des autres et les prises de parole des autres. L'utilité, on aime avoir un impact. Alors, ça peut être un impact sur l'évangélisation, faire bouger les choses, être créatif, mais ça peut être aussi un impact financier avec des recherches de ROI. Ensuite, il y a par notre essence même d'être freelance, une volonté d'agilité et de passion dans les missions que l'on mène, mais aussi de durabilité, c'est-à-dire qu'on aime accompagner sur le long terme et avoir des visions à long terme. On est très peu sur des missions, on va dire, one-shot. Et enfin, on travaille en co-création entre freelance parce que tous nos métiers s'imbriquent, mais aussi en co-création avec le client parce que pour nous, le client fait partie de l'équipe et que sans lui, le projet ne peut pas être une telle réussite.
On travaille du coup aujourd'hui pour plus de 180 clients qui sont très divers et variés parce que vous vous doutez bien qu'à 130 freelance, on a des backgrounds, des affinités sectorielles qui sont très différents des uns des autres et qui nous permet vraiment d'accompagner de la start-up au grand compte en créant ces équipes sur mesure. Donc moi, je suis Laura Streleski, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un webinaire et je suis ravie de vous retrouver. J'espère qu'un jour, on pourra refaire plein d'événements comme ça dans la vraie vie, puisqu'on en manque cruellement. Je suis la fondatrice de la Collab, donc ça fait aujourd'hui 6 ans que je recrute et manage des freelances dans le cadre du collectif, mais aussi dans le cadre des projets que je suis, puisque je suis chef de projet en marketing digital de métier. Et j'accompagne aussi de plus en plus d'entreprises dans leurs thématiques et leurs problématiques freelance, recrutement, mais aussi management. Et du coup, je trouve ce sujet passionnant et je me révèle une casquette RH tous les jours. Et donc, je suis ravie de partager avec vous et nos chers invités tous nos retours d'expérience pour un petit peu activer des réflexions chez vous. Alors, notre sujet du jour, comme vous le savez, c'est comment recruter et manager des freelances dans l'entreprise étendue. Donc, recruter, manager, je pense que si certains d'entre vous ont un parcours RH ou en tout cas ont touché de près ou de loin ces aspects-là, je n'ai pas besoin de vous le définir. J'aimerais bien m'attarder simplement sur le mot freelance. Donc, freelance, on peut parler aussi d'indépendant, de consultant. Freelance, c'est le mot anglais de indépendant en français, donc il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Le freelance, c'est avant tout un travailleur. C'est une personne qui exerce une activité professionnelle à son compte et qui est de facto en lien avec une entreprise, mais sans lien justement de subordination. Donc voilà, je voulais préciser bien que le freelance, même si c'est une entreprise et une personne morale de fait de son statut juridique, ça reste un travailleur qui s'intègre à des entreprises et qui vient produire des choses pour l'entreprise. Enfin, l'entreprise étendue, qui est une nouvelle terminologie qui est née un petit peu du constat simple que l'entreprise ne peut pas tout faire tout seul, et ça quasiment depuis toujours, et va faire appel pour compléter peut-être ses équipes à des travailleurs indépendants qui peuvent être des intérimaires, des consultants et des freelances du coup. Et on parle aujourd'hui même de ressources humaines étendues parce que ça devient un vrai sujet stratégique pour les entreprises. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà acculturé à tous ces sujets. Aujourd'hui, je vous présente 2 statistiques qui me paraissent importantes pour vous sensibiliser à cette évolution, on va dire, de paradigme du monde du travail. Aujourd'hui, on a 44% des entreprises qui ont augmenté leur recours à des talents freelance, que ce soit pour des missions courtes, mais aussi et surtout et de plus en plus sur des missions longues qui peuvent durer plusieurs mois. D'un autre côté, on a également 57% des entreprises qui ont recours à des professionnels en freelance pour une expertise particulière, une expertise souvent pointue. Et c'est souvent pour ça que les entreprises aujourd'hui vont faire appel à des freelances. Alors, pourquoi on recrute un freelance dans quelle situation, en général, une entreprise fait appel à un freelance? Déjà, pour dire oui à un nouveau client qui pointe le bout du nez de façon hyper rapide et où il faut intervenir très vite et en urgence. Voilà, ça vous permet de ne pas dire non, tout en respectant vos délais, ce qui n'est pas toujours évident. Tester aussi, pour tester et conquérir un nouveau marché, une nouvelle offre, on va monter une équipe d'indépendants, de freelance, voilà, pour essayer de voir si un produit, un nouveau service peut fonctionner. Également pour dynamiser une équipe en interne, une équipe déjà montée qui travaille sur un projet qui peut être dans une situation bloquante, qui n'avance pas ou qui n'arrive pas à passer une étape parce qu'il leur manque une expertise. Et voilà, donc le freelance va venir enrichir une équipe existante. Et enfin, répondre à un besoin nouveau ou très ponctuel, qui ne nécessite pas forcément de recrutement ou sur lequel on a peur justement de faire une erreur de recrutement qui pourrait coûter du temps et de l'argent à l'entreprise.
Donc ça, c'est un petit peu les grands cas où l'entreprise fait appel à un freelance. Aujourd'hui, les travailleurs, les hommes, font la richesse des entreprises en France, mais ils sont de plus en plus sollicités pour être plus agiles, plus experts, plus flexibles et plus passionnés, ce qui n'est pas forcément toujours évident de le retrouver dans des profils salariés, ou en tout cas, ce sont des éléments qu'on va retrouver plus chez des profils freelance. Alors, l'avantage de faire appel à un freelance, peut-être, ce qu'on va aller chercher chez lui, c'est d'abord sa flexibilité. Donc, vous le voyez, 65% des entreprises européennes embauchent des indépendants pour des raisons de flexibilité. Alors, la data est un peu vieille, vous allez me dire, puisqu'elle date de 2018, mais je pense que plus que jamais, aujourd'hui, ce constat est vrai, et même, je pense qu'il est en forte augmentation depuis la période de Covid. La flexibilité, c'est intéressant parce que c'est une flexibilité de temps, de jours de travail, mais aussi de lieu. Le freelance peut être dans votre entreprise, mais il peut être aussi chez lui. Il va gérer son propre planning et ses propres horaires, et donc il va pouvoir s'adapter en fonction de la mission et de vos besoins à vos disponibilités. Ensuite, pour ses compétences, 41% des freelances consacrent activement du temps pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences de travail. Effectivement, comme je l'ai dit plusieurs fois, souvent les freelances sont des experts dans leur domaine parce qu'ils sont passionnés par leur travail et par leur métier en tant qu'indépendants, parce que sinon ils ne se mettraient généralement pas à leur compte. Et du coup, leur savoir-faire est tout le temps remis en question pour rester aussi attractif sur le marché. Et ce sont vraiment des profils qui se forment énormément et qui seront toujours en quête de perfectionnement sur leur domaine d'expertise. Enfin, la motivation. C'est un avantage que porte le freelance qui est très, très orienté satisfaction client et fidélisation client. Il aime se faire plaisir sur un projet, mais il aime par-dessus tout que son client soit content de son travail parce que ça sera la meilleure publicité pour lui pour trouver de futures missions et bien vivre de son activité en tant qu'indépendant. Les coûts, on va en parler aussi parce qu'aujourd'hui, 49% des recruteurs français jugent faire des économies sur les coûts, c'est à peu près la moitié des recrutements. Effectivement, parfois, les recruteurs peuvent se dire, le prix d'un freelance peut paraître un peu élevé, son TJM, son taux horaire, mais quand on rentre dans le détail des calculs, ça peut valoir le coup, puisque quand on compare le taux horaire d'un freelance au taux horaire d'un salarié. Le taux horaire du salarié, il faut le majorer des charges sociales, mais aussi des congés payés, des divers avantages qu'ils peuvent avoir, comme les tickets restaurants, etc., les visites médicales, des choses comme ça. Et mis bout à bout, le freelance peut avoir un coût concurrentiel par rapport à un salarié. Enfin, dans des situations de pénurie de talent, comme beaucoup de métiers de la tech et du digital le connaissent aujourd'hui, ça reste un des leviers pour recruter des profils experts. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne trouvez pas une ressource en salarié, il y a peut-être des ressources qui sont très motivées et intéressées pour rejoindre votre projet et votre entreprise, votre mission, mais sur un statut d'indépendant. Donc, autant s'ouvrir à tout le champ des possibilités pour faire développer votre entreprise. Enfin, son réseau. Le réseau du freelance a un vrai avantage pour les entreprises qu'ils intègrent parce qu'en fait, on nous appelle souvent les freelances les pollinisateurs. Donc, on passe d'entreprise en entreprise, on acquiert de l'expérience, on rencontre beaucoup de gens et ce cumul d'expérience va être une vraie valeur ajoutée pour les entreprises dans lesquelles on passe parce qu'on va pouvoir le mettre à profit des nouvelles entreprises. Et bien sûr, il y a toujours des avantages, mais il y a toujours aussi des freins qui peuvent émerger pour les recruteurs. Bien sûr, il y a tout l'aspect, le cadre légal, les questions juridiques, comment on contractualise avec un freelance. C'est quand même très encadré par la loi. La partie confidentialité des données, parce qu'aujourd'hui, les freelances sont aussi amenés et de plus en plus à être sur des missions stratégiques et du coup, ils ont accès à une vision, une stratégie de l'entreprise et des données qui peuvent être à caractère confidentiel.
Ensuite, il y a un frein plutôt lié à la culture de l'entreprise et l'esprit. Ça va être la culture de l'internalisation plutôt que de l'externalisation. On n'a pas l'habitude, tout simplement. On maîtrise mal, on ne connaît pas. Donc, ça peut nous faire peur. Et enfin, la perte ou en tout cas le fait d'avoir un petit peu moins de contrôle sur le travail et sur la façon dont va s'organiser le freelance, l'indépendant pour travailler. Ça aussi, ça peut être voilà, un petit frein qui émerge. Pauline, qui va parler juste après moi, reviendra sur ces éléments pour vous montrer comment ça peut être cadré lors d'un recrutement. Pauline, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Pour me le préciser, je suis ravie d'être avec vous ce soir du coup pour parler de ce sujet. Quelques mots, en fait, moi je suis recruteuse indépendante, recruteuse freelance et dans le métier du recrutement depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Je suis aussi talent manager au sein de la Collab et j'ai aussi en parallèle cofondé un réseau RH qui s'appelle We Are RH sur Toulouse. Et justement, l'objectif de mon intervention dans le cadre de ce webinaire, c'est pour faire ce focus sur la partie recrutement de freelance et un petit mot aussi sur l'intégration parce que, bien évidemment, comme Laura a commencé à l'expliquer, il y a des spécificités à prendre en compte quand on décide de faire appel à un freelance. Du coup, sans plus attendre, effectivement, alors, est-ce que tu peux remonter juste d'une slide, Laura, sur le recrutement du coup des freelances les aléas du direct, voilà, ça devait arriver. Et donc voilà, pour refaire un petit focus, et j'ai aussi envie de faire un petit coucou aux recruteurs que j'ai vus présents dans ce webinaire parce qu'il y a des petites choses dont on va parler qui vont faire écho à votre quotidien. La première étape qui est, je pense, vraiment la plus importante quand on décide de faire appel à un freelance, c'est de vraiment définir son besoin. Alors du coup, c'est pour ça que je fais ce petit coucou aux recruteurs parce que je sais que tous les recruteurs dont c'est le métier premier vous diront que c'est de toute façon le nerf de la guerre. Mais c'est vrai que c'est particulièrement important et crucial quand on fait appel à des freelances parce qu'effectivement, l'enjeu de l'externalisation nécessite de bien le définir parce que va découler énormément de choses derrière, notamment le volume de la mission, pourquoi pas la durée, etc. Donc, ça se gère de manière très différente que lorsqu'on fait appel à quelqu'un en salarié, du coup. Et ça évite aussi les erreurs de casting. Alors, sans plus attendre, en tout cas, peut-être pour vous donner des éléments concrets et pour faire justement ce focus sur ce qu'on appelle le brief et ou l'offre de mission. Enfin, voilà, ça a plusieurs noms. Aujourd'hui, ce dont on va parler dans l'offre de mission, ça va vraiment aborder tous les éléments autour de l'entreprise, autour de la culture d'entreprise et autour aussi du coup du contexte dans lequel va intervenir le freelance et aussi dans quel objectif. En fait, c'est très important de déterminer cet objectif qui doit en fait intervenir comme une sorte de cap en fait pour la mission. C'est le cap à suivre pour la mission. Et ce qui permet effectivement, sur des missions plus longue durée, de garder systématiquement cette direction en ligne de mire et pas perdre un peu le fil au fur et à mesure. Et puis, derrière, évidemment, les missions, les tâches, mais aussi la durée. Le volume et aussi la répartition du volume. Alors après, pour donner un exemple très concret, et une des questions qui m'est très régulièrement posée quand justement j'accompagne un client qui a la nécessité de définir son volume, c'est toujours une interrogation qui revient. Comment est-ce que je définis ça? Alors, il y a plusieurs astuces, on va dire. Il y a plusieurs manières de le faire. La première, je pense que c'est de ne pas hésiter à interroger ses équipes en interne, d'interroger les équipes qui aujourd'hui réalisent ces missions pour affiner le temps qui est nécessaire à réaliser chaque tâche de la mission.
La deuxième astuce, ça va être aussi d'envisager plusieurs scénarios en fait, avec pourquoi pas un volume crescendo, de manière à imaginer effectivement un démarrage sur un volume plus réduit et de faire monter la mission si on voit qu'effectivement c'est nécessaire. Et l'autre astuce qui est très pratico-pratique, c'est de ne pas hésiter à partager votre interrogation avec le freelance. Le freelance, il intervient aussi avec sa casquette d'expert. Et cette casquette d'expert, ça va être aussi de vous accompagner sur le temps que ça représente, tout simplement. Le temps qu'il faut allouer à chacune de ces tâches. Ensuite, pour vous donner aussi quelques astuces sur la manière dont on peut repérer et détecter des talents en externe. Alors, le moyen le plus sûr reste la recommandation. Ça, c'est évident. Donc, ne pas hésiter à contacter des pairs. Je vois souvent, en l'occurrence, dans le cadre du réseau RH que j'anime sur Toulouse, il y a beaucoup d'échanges qui se font dans ce sens-là pour pouvoir recommander des freelances ou des indépendants avec lesquels on aurait pu travailler dans le passé. Et après, au même titre que Laura l'évoquait sur le rôle de pollinisateur des freelances, pas hésiter aussi tout simplement à solliciter vos freelances en interne qui sont d'excellentes sources, d'excellents prescripteurs aussi de votre entreprise auprès de talents externes. Mais ça, je suis sûre que Samuel en dira quelques mots bien mieux que moi et en parlera bien mieux que moi aussi. Et après, pour identifier des profils, il y a bien évidemment le recours aux plateformes qu'on connaît tous. Il y en a une grande quantité. Alors, bien évidemment, je pense que la plus connue reste Malte, mais effectivement, il y a une grande quantité de plateformes aujourd'hui qui vont proposer des profils. Après, la difficulté principale qui remonte de ce type de plateforme, c'est la quantité de profils qu'on va trouver. Et c'est très difficile, effectivement, d'évaluer l'adéquation avec son besoin, parce qu'en fait, c'est pas tant là, l'objectif, il n'est pas tant de juger de la qualité d'un profil, mais plutôt de s'assurer que ce profil est en adéquation avec son environnement, avec son secteur d'activité, avec sa problématique à un moment donné, en fait. Et ça, c'est très difficile quand on est effectivement sur ce système de plateforme. Et donc, effectivement, le dernier levier, ça va être plutôt effectivement de la prise de contact sur LinkedIn, où là, on est plutôt dans l'échange personnalisé. Après, voilà, il faut évidemment avoir un petit peu de temps à allouer à ça parce que ça nécessite une multitude de prises de contact. Mais en tout cas, ça peut être intéressant et c'est en tout cas peut-être un petit peu plus facile aussi de pouvoir identifier des experts sur le sujet, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur leur expertise, sur LinkedIn en l'occurrence. Donc, c'est plus facile d'identifier les experts du sujet. Ensuite, évidemment, de toute façon, comme je vous le disais, ça va nécessiter des échanges derrière en suivant, de rencontrer les experts qui vont être shortlistés. Alors là encore, le petit focus que je voudrais faire sur la partie de ce moment d'échange, c'est qu'il ne faut pas oublier justement que c'est un moment d'échange. Donc, pas hésiter vraiment à se positionner dans une discussion, éviter vraiment l'écueil de se mettre dans une dynamique d'interrogatoire, parce qu'en fait, c'est vrai que spontanément, quand on est dans son sujet, on a hyper envie de rentrer dans le cœur des questions, dans les références que pourrait avoir le freelance, etc. Donc, on peut avoir cette tendance à se précipiter sur des questions très précises. Voilà. En termes de proportion, c'est pas mal si, sans être en train de monitorer à la minute près le temps de parole, c'est pas mal s'il y a un temps de parole qui est assez égal, parce qu'en fait, ça permet côté technique pour vous de quand même donner de la visibilité aussi sur justement les éléments du brief que vous aurez créer en amont, pouvoir donner de l'info sur à nouveau l'entreprise, le contexte, etc. et pouvoir quand même suffisamment alimenter l'échange avec les inputs que vous pouvez donner par rapport à la mission que vous proposez. Mais aussi, ça laisse le temps aux freelance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rebondir, de pouvoir expliquer en quoi ces références, ces expériences ont un lien avec la mission, quelles sont les compétences qui sont
non transposables. Au contraire, et comme Laura l'évoquait aussi, c'est-à-dire que comment est-ce que la richesse de ces précédentes expériences vont avoir une valeur ajoutée sur un secteur d'activité qui est peut-être très différent sur le papier du vôtre. Voilà. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, la nécessité de lui laisser de la place pour s'exprimer, parce que c'est là où vous allez pouvoir tout simplement checker les soft skills, hein, les fameuses soft skills dont tout le monde parle de toute façon dans le recrutement. Et pour ça, en fait, vraiment, je pense que la question qu'il faut vous poser systématiquement quand vous rencontrez un freelance, c'est de le projeter dans l'équipe. Le projeter dans l'équipe, l'idée, c'est pas de chercher des soft skills à cocher à tout prix, mais plutôt d'identifier quelles sont en amont, quelles sont les personnalités dans les équipes dans lesquelles il va intervenir et les valeurs de l'entreprise, évidemment, mais vraiment essayer d'identifier s'il y aura un fit qui se fera facilement avec les équipes du projet. Et pour ça, je pense qu'effectivement, le fait de laisser de la place pour s'exprimer, ça permet aussi d'avoir une certaine spontanéité et également peut-être préparer quelques questions pour pouvoir aller chercher de l'info. Alors, évidemment, en tant qu'experte du recrutement, ma préconisation, c'est d'éviter absolument et tout le temps, ce sera pour tout le temps, la question qualité-défaut. Il ne faut plus poser cette question. Elle n'amène à aucune spontanéité dans les réponses. Elle devrait être interdite. Donc, ne posez plus cette question. Elle est à proscrire, mais plutôt essayer encore une fois, pour laisser de la spontanéité et de la place d'expression, poser plutôt des questions qu'on va appeler des questions situationnelles. Par exemple, vous pouvez poser la question de comment est-ce que vous gérez un projet qui stagne quand vous avez des actions qui sont en attente côté client, comment est-ce que vous gérez cette situation, etc. Et ça vous en dit beaucoup finalement sur la personnalité du freelance et aussi sur la manière dont il va pouvoir s'inscrire dans votre démarche à vous. Est-ce que la manière dont il gère par exemple un projet qui stagne, est-ce que ça correspond à la manière dont vous gérez vos équipes? Et ensuite, du coup, dernière étape, mais pas des moindres, ça va être effectivement la partie contractualisation. Et là encore, Laura en disait quelques mots précédemment parce que c'est une partie qui est assez touchy, hein, on va pas se mentir, parce que elle évoque un petit frisson de risque. Et effectivement, particulièrement quand on connaît pas les risques qu'il y a justement sur la partie juridique ou en tout cas les impératifs qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, la contractualisation, elle peut prendre deux formes. C'est soit effectivement on décide de faire un contrat à proprement parler, mais c'est vrai que souvent, simplement un devis signé peut suffire à acter de la contractualisation. En revanche, c'est vrai que nous, on va avoir tendance à préconiser, en tout cas ne pas hésiter à mettre en place des accords de confidentialité. Là encore, Laura en disait quelques mots précédemment, on est toujours amené, en tout cas si on veut avoir des collaborations qui sont fructueuses, on est toujours amené à partager de l'info qui est assez confidentielle, assez délicate peut-être parfois. Et donc du coup, ça peut être aussi le moyen de rassurer tout le monde sur cet aspect-là. En tout cas, sur la partie contractualisation, c'est important aussi que ce soit le reflet des échanges que vous avez pu avoir avec le freelance. En fait, c'est vrai que le moment idéal pour signer, à proprement parler, ça va être entre le moment de la rencontre et entre le premier jour. Moi, je déconseille assez souvent de contractualiser, de signer sur la première journée parce que ça, finalement, si jamais il y a des changements, si jamais il y a une modification de volume, une modification de mission, enfin voilà, la vie d'une entreprise, là encore, je pense que je ne vous apprends rien. Il y a eu une promotion en interne, il y a quelque chose qui a changé, il y a eu une réorganisation. Il peut y avoir mille et une choses qui se passent dans la vie d'une entreprise entre le moment où on rencontre le freelance et le moment où on contractualise. Et en fait, du coup, ça peut donner lieu à une renégociation, à une modification des modalités. Et en fait, ça peut créer un point de tension alors que, parce qu'on va être justement dans ce rush, on est dans la première journée, il faut signer, il faut avancer, il faut que ça avance, on a des délais à respecter, comme le disait Laura, particulièrement quand on active un freelance, quand on veut tenir les délais.
Et donc, du coup, voilà, ça permet quand même de le faire de manière un petit peu moins par défaut, on va dire. Voilà, donc après, on prépare l'arrivée du freelance, ça c'est évident, mais préparer l'arrivée du freelance, c'est aussi pouvoir avertir les équipes en amont, particulièrement si elles n'ont pas été impliquées en fait dans le process de sélection. C'est pas toujours évident hein, de pouvoir impliquer, comme on dit, la terre entière dans un process de sélection. Donc voilà, pas hésiter vraiment à préparer la première journée, à avertir les équipes. Ça peut être, voilà, on n'est pas obligé forcément d'envoyer un faire-part, hein, mais juste un petit mail, un message sur la messagerie interne, un petit Slack ou un petit Teams, parfois ça suffit. Mais c'est aussi l'occasion de créer du lien justement avec les équipes. Et là encore, je pense que Samuel aura sans doute plein de choses à évoquer sur le sujet, mais je pense que c'est important de parler aussi du mode de fonctionnement qui va être adopté avec le freelance. En fait, c'est vrai que parfois, et même très souvent, il y a un mode de fonctionnement qui va être choisi qui sera différent de celui des salariés en place. Bon, alors là, la question ne se pose pas trop parce qu'il y a le Covid, mais par exemple, la question du distanciel, la question du télétravail, quand ce n'est pas une politique qui existe aujourd'hui dans l'entreprise, et bien du coup, parfois le freelance peut être en remote et c'est vrai que ce n'est pas forcément compris de la part des équipes. Ensuite, pas hésiter, là aussi, un peu pour le Covid, on va faire comme si ça n'existait pas, mais à faire le tour des bureaux, à pouvoir, sinon, à minima, mettre en place une sorte de kick-off, hein, tout simplement, un meeting avec les équipes et penser aux modalités, le pratico-pratique, enfin, je sais pas, les commodités, où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut prendre un café, où sont les toilettes, et aussi, voilà, les usages, par exemple, si c'est une mission qui se déroule dans les locaux, dans vos locaux, pas de call en open space, pas de réunion après 17h. Nous, on est sur une semaine de 4 jours, etc. etc. Voilà, dans les grandes lignes sur la préparation de l'arrivée. J'en profite pour dire que justement avec Pauline, on est en train d'écrire un guide pratique sur les étapes d'intégration et de management des freelances qu'on va mettre à disposition de nos clients, mais aussi plus largement pour un peu recenser un petit peu des checklists, un peu des mail types, d'accueil, etc. Très opérationnel pour pouvoir accueillir au mieux les freelances, parce que c'est ce qu'on fait également nous sur la partie La Collab et dans le cadre des accompagnements La Collab Connect. Donc du coup, l'idée c'était vraiment d'appuyer sur ce point-là, parce que aujourd'hui les entreprises n'ont pas vraiment de stratégie, ils ne sont pas vraiment proactifs, ils sont plutôt réactifs à se dire ah tiens, il faut que je manage en fait un peu mieux le freelance, que je l'intègre un peu mieux, mais c'est souvent a posteriori parce qu'ils se disent qu'ils auraient pu le faire mieux. Et du coup, c'est donner un petit peu les outils et le cadre pour arriver à faire tout ça dans cet esprit-là. Je reviens juste sur un point sur la partie notamment risque juridique, c'est des risques de requalification qu'on parle de freelance en salarié. Effectivement, le freelance ne doit pas travailler par exemple à temps plein pour l'entreprise de façon durable. Le freelance doit pouvoir justifier de plusieurs clients et de plusieurs sources de revenus de chiffre d'affaires. C'est aussi là où, par exemple, la Collab Connect peut être intéressant, ou l'intervention d'une entreprise comme la nôtre. On va pouvoir sécuriser sur la partie juridique, administrative et commerciale l'intervention du freelance. Par exemple, dans la sécurisation aussi commerciale, ça peut être le freelance, c'est un individu, c'est une personne, il peut avoir un accident de la vie à un moment donné, et c'est garantir que finalement, il va être indisponible pendant 2-3 mois, qu'on peut aller chercher une autre ressource en remplacement qui aura un niveau de qualité équivalent, etc. Donc ça, c'était pour le petit aparté sur la partie un peu risque. Je vais donner la parole à Samuel pour introduire un petit peu son intervention. En fait, moi, j'ai découvert Samuel sur le rapport qu'il a créé sur notamment un nouveau métier, celui de Chief Freelance Officer, qui est aussi un métier sur lequel on s'intéresse vraiment, qui réunit 3 grands items, on va dire le recrutement de freelance, le management de freelance, l'amélioration de la gestion de projet sur la méthodologie de travail, mais aussi la partie administrative. Donc, c'est un profil très
très polyvalent à la croisée un peu des RH et des achats, même si moi, je suis intimement convaincue que, étant donné que les freelances sont des travailleurs, ça doit s'apparenter plus au service RH qu'au service achat. Voilà. Et du coup, on forme sur ces sujets-là, mais c'est Samuel qui va nous en parler. Samuel, je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur toutes tes bonnes pratiques sur l'animation et d'un vivier de freelance et de la fidélisation qu'on peut faire avec eux. Merci Laura, merci Pauline et bonjour tout le monde. Bon, je me présente en vraiment très rapide parce qu'on s'en fout un peu là en ce moment. Je fais des documentaires sur le futur du travail, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'avant, j'ai fait une Learning Expedition qui était centrée sur la relation entre les grosses boîtes et les indépendants et la façon dont ils collaboraient. Et je me rappelle que quand j'ai démarré, avant de partir, j'avais lu pas mal d'articles en France sur ce métier de Chief Freelance Officer, qui était le nouveau métier et qu'apparemment toutes les boîtes aux US avaient ça, et que c'était ce qui permettait de faciliter la collaboration avec les indépendants. Donc le cœur de mon sujet. Donc j'ai débarqué dans plein de boîtes très connues aux US, au Canada, et ils ont tous bien rigolé quand je suis arrivé avec ma tête et que je leur posais la question de il est où le Chief Freelance Officer, et ils avaient jamais entendu cette histoire. Donc en fait, en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment des personnes qui endossaient le rôle du Chief Freelance Officer, mais qui ne prenaient pas forcément, par contre, le titre. Et alors, pourquoi un rôle comme ça c'est parce que Laura, tu l'évoquais, il y a besoin de rapprocher trois services, trois départements, le département des achats, le département des ressources humaines, qui est évidemment plus qualifié, et puis le département métier. Ensuite, et donc le Chief Freelance Officer, il est un peu à la croisée des mondes entre ces trois départements et il permet de connecter, souvent issu des RH, mais pas toujours. On va essayer de voir un peu le rôle de cette personne-là à travers des exemples assez concrets de ce que j'ai vu chez une boîte comme Microsoft, par exemple, ou une boîte comme Scotiabank, qui est l'équivalent d'un BNP Paribas ou d'un BPCE au Canada, une grosse boîte de 100 000 personnes, qui est une banque. Et en fait, c'est des boîtes qui se sont dit, à un moment donné, on a besoin absolument de mettre en place une vraie stratégie pour accueillir les freelances de façon plus intense, parce qu'on le fait déjà, on travaille avec des freelances, mais on ne sait pas comment on fait. C'est n'importe quoi, il y en a partout, et les process ne sont pas clairs. Et donc, côté Microsoft, typiquement, ce qu'ils ont fait, donc, si vous voulez creuser, il y a un gars qui s'appelle Paul Estes, qui a piloté toute la stratégie de création de cette strate d'intégration des freelances. Paul Estes, il a quitté Microsoft depuis, mais globalement, en gros, pendant 1 an, ils ont surveillé plein de collaborations, donc des dizaines de collaborations sur des centaines d'équipes différentes, en se disant, on va relever tous les points de friction, on va noter tout ce qui ne va pas. Et puis, on va l'améliorer au fur et à mesure. Donc là, c'est quoi? C'est le freelance, il n'a pas été payé à temps. Est-ce qu'on peut changer le process de paiement? Là, il y a eu un problème de communication. Il s'est embrouillé avec son équipe. Est-ce qu'on n'a pas communiqué clairement? Est-ce que les outils ne sont pas les bons? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Donc pendant 1 an, c'est relever tous les petits couacs et puis essayer de les transformer. Et puis ensuite, on déploie plus largement. On se dit, voilà, maintenant, on sait ce qui n'a pas marché, on sait ce qui a marché. Et on va le déployer à l'échelle de l'entreprise, qui est une boîte qui fait des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est un enjeu de démarrer petit et de répliquer beaucoup plus largement. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont même créé un outil, Freelancers Toolkit, sur lequel ils donnent des conseils et ils vendent même leur outil, parce que Microsoft, ils vendent leur outil pour bosser avec des freelances à d'autres boîtes. Autre problématique, donc Scotiabank, qui est une grosse banque, qui s'est mise à bosser avec des freelances aussi. Eux, ils avaient un autre sujet. En gros, ils se sont dit, on bosse déjà avec plein de freelances, mais on a 2 problèmes. Le premier, c'est que les indépendants, ils n'ont pas tous la même expérience. Parce que comme il y a 100 000 personnes, tu bosses dans plein de services différents en fonction de qui est ton donneur d'ordre, qui est ton équipe, chef de projet, comment ils sont briefés. Ils sont plus ou moins au courant de comment on bosse avec des free. Et puis, deuxième problème, et le problème le plus important, c'est un problème financier, c'est de se dire, on fait appel à un talent qui est peut-être très bon, mais le problème, c'est qu'une fois que la mission est terminée, on ne peut plus faire appel à lui, parce que sa seule porte d'entrée, c'est une porte d'entrée qui était fortuite, c'était le ou la personne qui l'a recruté, qui la connaissait de son job d'avant, ou de l'école avec qui ils étaient ensemble avant. Donc, il y a besoin de garder une trace sur le long terme des collaborations qu'on mène avec les personnes indépendantes, soit parce qu'on ne veut plus jamais bosser avec elles parce que c'est horrible, soit parce qu'on veut retravailler avec elles. Et donc ils ont créé ce qu'ils appellent un freelance management system. Il y en a plein qui existent sur le marché, mais il y en a d'autres aussi. Donc eux, ils ont choisi de créer leur propre technique. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais ils sont partis là-dessus. Et ils ont commencé par évangéliser en interne sur les freelances. Donc pareil chez Microsoft, c'est de se dire, on va commencer par créer du contenu, donner des événements, des conférences, des use cases de projets qui ont été menés avec des indépendants, qui ont bien fonctionné, des articles, faire passer en interne de la communication, parce que souvent, en fait,
L'intérêt de bosser avec des free, il est partagé par quelques petites personnes qui ont bien saisi le truc. Mais ce n'est pas encore partagé largement au sein de la boîte. Donc, il y a un vrai sujet d'évangélisation pour que tout le monde soit acquis à la cause des indépendants et que ce soit un vrai mouvement d'entreprise. Ça, c'est le premier rôle du Chief Freelance Officer. C'est un rôle d'évangile. Deuxième rôle, c'est d'être l'intermédiaire avec les différents pools de talents externes, de faire le lien en fait entre les besoins métiers et les pools de talents externes. Et donc, pools de talents, on parlait des plateformes tout à l'heure avec Pauline, mais il y a évidemment des collectifs, des communautés, il y a des agents de freelance, des boîtes de recrutement. Et donc, être capable de pouvoir conseiller un manager qui va recruter pour son équipe, qui a besoin de créer une équipe hybride, de se dire, là, j'ai besoin de 2-3 profils. Bah, pour ce type de profil, tu peux aller chercher plutôt dans telle communauté ou dans telle plateforme ou dans tel collectif parce qu'on sait qu'ils sont bien. Et puis voilà, quels sont les taux journaliers moyens sur ce secteur pour ce niveau de seniorité pour pouvoir conseiller, en fait. Donc, être l'intermédiaire. Et puis, dans des boîtes qui sont plus petites, et là, je fais référence à Deezer. On avait été voir Deezer à l'époque. Donc, ils tournaient avec une quinzaine de freelances à peu près en continu. Et il y avait une personne qui s'appelait Guillaume qui s'en occupait. Et il n'est plus chez Deezer non plus. Hein, tout le monde change de boîte de toute façon. Donc là, pour le coup, lui, il a son rôle. Il se voyait comme étant, donc évidemment, il faisait tout ce que j'ai dit avant, mais il se voyait en plus comme étant l'ange gardien du freelance. C'est-à-dire qu'il part du principe que le freelance, il n'a pas besoin de connaître tout le monde dans la boîte. Il est là pour une durée qui est déterminée, qui n'est pas des années forcément. Et donc, il n'a pas besoin d'apprendre toute la boîte, à qui parler à qui. Donc, il a un interlocuteur unique qui est ce Chief Freelance Officer, du coup. Et puis, son donneur d'ordre, son manager, son chef de projet, évidemment. Mais il peut aller voir cette personne-là s'il a besoin de quoi que ce soit. C'est le problème lié à la culture d'entreprise, typiquement, des questions. Et puis, c'est cette personne qui va se charger ensuite de gérer toute son expérience, qui va être là pour l'onboarding, qui va être là pour l'offboarding, qui va l'accueillir. Donc, en gardien du freelance, ça peut se faire dans des boîtes qui sont plus petites. Évidemment, à grosse échelle, c'est plus le cas, le rôle n'est pas le même. Et puis, je vous parlais de faire le lien avec les communautés externes pour trouver des indépendants, mais il y a aussi tout l'enjeu d'animer une communauté d'indépendants qui vont graviter autour de l'entreprise, un pool de talents, de se dire, voilà, tous les indépendants avec lesquels on va travailler, avec lesquels on a envie de travailler à l'avenir, qu'on référence peut-être dans ce freelance management system ou dans un plus petit réseau qui peut se gérer à la main quand on est une plus petite boîte, eh ben, on veut l'entretenir, on veut animer, on veut garder contact avec ces personnes-là, et puis on veut peut-être repérer d'autres personnes avec lesquelles on va potentiellement collaborer dans les prochains mois, prochaines années, donc les garder près de nous. Et là, c'est faire des événements, c'est créer du contenu, c'est échanger régulièrement avec eux. Il y a une boîte qui faisait ça très bien du côté de San Francisco, c'est IDEO, hein, qui est une boîte de consulting en design globalement. Et donc, ils sont peut-être 3000. Et ils avaient l'habitude globalement d'avoir tout le temps 80% de salariés et 20% d'indépendants. Et ils avaient créé le collectif, on ne peut pas c'est plus ça comment. Globalement, c'est IDEO Plus qui rassemblait les salariés, les anciens salariés, les indépendants avec lesquels ils avaient travaillé et les indépendants avec lesquels ils voulaient travailler. Et c'est un collectif qui se réunissait de façon spontanée toutes les 2 semaines autour d'événements, évidemment en lien avec le design, l'art, donc des conférences, des vernissages, des invitations privées, juste pour se rassembler, garder. Si on résume, on a le rôle d'évangéliser en interne, le rôle de faire le lien avec les besoins métiers et l'externe, l'ange gardien du freelance si c'est une petite structure, et puis animer ensuite ce pool de talents qui gravitent autour de l'entreprise. Et voilà, en fonction de la taille de la boîte, on va pouvoir adapter le poste. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va en avoir de plus en plus des Chief Freelance Officers dans les années à venir qui vont venir des RH. Et typiquement, chez IDEO, la personne que j'ai rencontrée, elle me disait qu'elle était devenue Chief Freelance Officer, mais elle n'avait pas ce rôle-là. Elle s'appelait Talent Acquisition Freelance, je crois comme ça. Parce que globalement, c'est une personne qui bossait en RH et ils avaient tellement besoin de freelance qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne faisait que de recruter des freelances. Donc, elle est devenue Chief Freelance Officer. Il y en a d'autres qui viennent plutôt des partenariats. Ça vient rarement des achats. Mais par contre, il y a un besoin de faire le lien avec les achats, de mettre tout le monde à la même table et de discuter, de dire comment est-ce qu'on repense les processus ensemble. Voilà, je ne vais pas être bien plus long que ça, on pourra en discuter après si vous avez des questions. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura de plus en plus de place sur ces métiers-là, si vous voulez vous positionner, et que c'est assez chouette parce que c'est vraiment au milieu de l'entreprise, on voit de tous les côtés. C'est hyper intéressant. Je rebondis juste sur une question qui m'a été posée en direct. Est-ce qu'inversement, on constate que des freelances s'attachent, développent un sentiment d'appartenance, sont fidèles à des entreprises du fait que peut-être il y a ces dispositifs qui sont mis en place dans certaines boîtes? Est-ce que finalement, on arrive vraiment à créer un sentiment d'appartenance comme on peut l'être quand on est salarié, etc.
Oui, 100%, ouais, ouais. Bon, déjà, chez Microsoft, la boîte dont je parlais tout à l'heure, je rencontrais un gars qui bossait chez eux depuis 9 ans. Et 9 ans, il était indépendant. La boîte lui proposait d'être salarié, mais il a dit non. Et puis, ils avaient dit, bah, c'est très bien, on reste comme ça. Et puis, on reste indépendant. Et puis, alors, il y a un classement qui était sorti en 2018. C'était justement un freelance management system qui s'appelait Kalo, Kalo, qui avait créé Calobest globalement, où il faisait un classement des boîtes qui avaient les meilleures pratiques envers les freelances. Donc, est-ce que je me sens bien intégré? Est-ce que mes capacités sont bien mises en avant? Est-ce que je suis payé à temps et en heure? Est-ce que la communication est bonne? Et donc, ce classement-là permettait aux boîtes de se distinguer, celles qui avaient les meilleures pratiques. Et donc, forcément, ça les aidait à recruter ensuite des indépendants, celles qui étaient mieux positionnés. Et ouais, je suis persuadé qu'on peut complètement avoir une relation de long terme et attirer des freelances et que le freelance s'attache à une boîte parce qu'il y a des bonnes conditions de travail, parce qu'il sait qu'il est bien connu, il est bien intégré, versus d'autres boîtes où ce n'est pas le cas et il n'y a pas de politique qui est mise en place. Bien sûr. Moi, pour faire un retour d'expérience, je le vois aussi beaucoup. Enfin, peut-être je parlerai plus de sentiments de préférence, en tout cas, travailler, préférer accepter une mission pour telle entreprise plutôt que pour une autre. Ça revient à une autre question qu'on redécoulera tout à l'heure qui a été posée un peu plus haut. Merci beaucoup, Sam. Tu restes avec nous pour la partie questions-réponses de la fin. On poursuit avec Laurent. Laurent, si tu veux nous dire quelques mots sur te présenter, nous dire qui tu es. Eh ben, bonjour à tous, je pense qu'on m'entend bien. J'ai unmute, j'ai pas commencé à parler avec le micro mute, donc déjà c'est le premier truc. Enchanté et bonsoir à toutes et tous. J'ai fondé le média J'ai un peu dans la com. Je ne sais pas si ça parle à certains qui nous suivent. On est un média B2B, communication, marketing, publicité, créativité. Et on a tout un tas d'activités de production de contenu pour nos clients, mais aussi pour nous en propre, pour le média. Et je suis là parce qu'on est aussi client de votre offre Connect, euh, qui nous sert bien. Et je pense qu'on va répondre à quelques questions qui vont donner Ouais. quelques éléments de réponse sur ce que l'on fait. C'était important pour nous d'avoir un retour d'expérience d'une entreprise, alors pour voir un peu toi, à ton échelle, ton cheminement. Alors déjà, plutôt une question plus large, on va dire, quand vous faites des recrutements chez J'ai un pote dans la com, pardon, comment tu te dis, bah, là, pour ce besoin, je vais plutôt choisir un salarié, un stagiaire, un freelance. Comment tu définis un petit peu les typologies de travailleurs dont tu as besoin? En fait, nous, ce qui nous permet de définir justement le type de contrat qu'on va avoir, alors déjà, on n'a pas de salarié. En tout cas, on a une salariée officiellement depuis peu parce qu'on est quand même assez jeune. Alors, on a 10 ans, mais une vraie structure juridique depuis beaucoup moins de temps. En fait, nous, ce qui va nous permettre de choisir, c'est plutôt du stage, de l'alternance, éventuellement, je l'espère bientôt, du contrat type CDI, CDD ou du freelance. Ça va être tout simplement la fréquence à laquelle on va avoir besoin de la ressource et son niveau d'expertise, mais aussi le type de mission qu'on va avoir. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. L'idée, c'est si on a plutôt un profil junior auquel on peut apprendre des choses et que ça reste du travail d'exécution et qu'on juge qui est pertinent pour quelqu'un qui est plutôt en M1 ou en M2 et à terme peut-être en full-time avec nous, en freelance d'abord et potentiellement sur un autre type de contrat après, c'est ça qui va déterminer qu'on va partir plutôt sur un stagiaire. Le freelance, ça va être plutôt quand on a un projet voilà, qui est plutôt déjà commercialisé à un client final et plutôt les contrats type alternance, stage vont plutôt être sur des besoins en propre pour le média pour des raisons de coût, mais aussi tout simplement pour que ça reste en interne, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, le freelancing, c'est aussi d'externaliser. Et donc, du coup, il y a des outils qui sont utilisés, des données qui sont accessibles quand on est plutôt stagiaire, alternant, je vais dire plutôt des insiders et plutôt des freelances où voilà, ça devient l'externe et en termes de contrat et en termes de données, sachant que c'est ce que disait Samuel aussi tout à l'heure, il y a une durée déterminée a priori au freelancing. Donc voilà, donner des accès à certains outils ou à certaines datas, c'est un petit peu plus sensible et du coup, il faudrait formaliser un contrat et donc, du coup, ça peut être le genre de critère qui définit le type de contrat. Ok. Mais justement, pour que ce soit peut-être un peu plus précis, on va prendre l'exemple de ta recherche d'un profil SEO sur lequel on a pu t'aider. Moi, j'aimerais bien revenir tout début, comment tu t'y es pris, par quel canal tu as cherché, comment tu as posté ton annonce, comment tu as défini ton besoin, etc. Enfin, reprendre un petit peu par toutes les étapes dans lesquelles tu es passé, quoi.
Bah, en fait, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, la première étape, c'est de définir son besoin. Déjà en interne, faut faire ce travail introspectif de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin. Quand on grandit assez vite et que ça part un peu dans tous les sens, bah, on prend même pas ce temps-là. Donc, la première chose, c'est déjà d'humblement se dire, OK, j'ai besoin d'aide, plutôt que de se dire, non, c'est bon, je gère. Donc déjà, c'est la première étape, c'est avouer qu'on a besoin d'externaliser, passer peut-être la barrière aussi de se dire qu'on va déléguer, hein. Il y en a certains qui n'arrivent pas à déléguer, qui ne veulent pas déléguer. Bon, bah, c'est déjà la première chose à faire, je pense. La deuxième, bah, c'est de chercher dans l'entourage proche des recommandations directes. Ensuite, ça va être des plateformes qui ont été évoquées. Et c'est là où on se dit, bon, bah, finalement, le recrutement, c'est un métier. Alors, on peut le savoir, c'est pas un jugement de valeur, mais on peut le savoir, mais ne pas s'en rendre compte. Et c'est en voyant justement pléthore de profils et puis se dire, mais comment est-ce que je les juge, comment est-ce que je les teste, est-ce que je leur fais passer un test, si oui, lequel? Et là, on se dit, OK, il y a besoin de beaucoup plus de temps et c'est pas forcément ce qu'on a. Donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à me dire, je vais passer par une société dont c'est le métier finalement et qui va avoir cette brique RH que je n'ai pas. Ça va être m'aider à qualifier mon besoin finalement. Moi, je vais donner un petit peu, de manière assez brouillon, mon besoin. Il va passer un peu dans une moulinette comme Pauline qui va nous dire voilà le type de profil, voilà le type de personnes qu'il faut targeter. C'est un peu le service RH déporté quoi, pour une boîte qui n'en a pas. C'est pouvoir se dire je vais pas faire le RH parce que c'est pas mon métier et je risquerais de faire une erreur de casting. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est venu à travailler avec vous sur la collab. Et puis il y a aussi la couverture du risque qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a un risque contractuel, mais il y a aussi à l'inverse, c'est un avantage, c'est de se dire, si je fais appel à une plateforme, si le freelance, il est indispo, il est cas contact, il est covidé, et c'est à nous de nous débrouiller. Et finalement, quand on passe par une structure dont c'est le travail, elle va être plus à même de rebondir à ce genre d'événement. Alors forcément, on ne s'attend pas à une réactivité du tac au tac, mais en tout cas, on sait que c'est géré et ça fait partie des choses qui sont prévues de votre côté, anticipées. Alors que nous, clairement, une fois qu'on a un candidat, on se dit, bon, ça y est, c'est bon, on va pouvoir le charger full-time 100% du temps. Et finalement, si 3 jours après, on apprend qu'il est covidé, là, je pense qu'on se tire une balle. Donc voilà le pourquoi du comment C'est de un la vécu, collab. le Covidé, non? Non, c'est pas un vécu, mais on fait très attention et on n'a pas envie de le Attends. vivre. Donc, on prépare les scénarios et Ok. ouais, on anticipe. Et après, l'autre question que je me posais, c'est un petit peu toi, comment tu as justement intégré ce freelance, comment tu le manages au quotidien? Est-ce qu'il y a des différences peut-être avec l'équipe que tu as déjà, stagiaire alternant? Voilà, comment tu t'occupes de cette partie-là? Alors, on n'a pas de Chief Freelance Officer. On aimerait bien. On est encore une très, très petite équipe. Donc, C'est toi qui le fais, tu as la casquette aussi. ouais, c'est un Bob de tour. Mais non, en fait, je pense pas que ce soit forcément exemplaire la manière dont on le fait. On essaie d'être humain déjà avant tout. Le truc, c'est pas de se dire, OK, j'ai trop de taf, tu deviens la personne qui fait mon taf ou le taf de quelqu'un d'autre déjà. Donc, c'est dans l'approche humaine que l'on a. On est d'abord humain avant de déléguer des tâches. Je pense que c'est hyper important et puis ça conditionne aussi la qualité qu'on va avoir derrière sur les outputs. Euh, donc, la manière dont on le gère, c'est un peu en one-to-one au départ. On définit un interlocuteur. Si c'est plutôt de la rédaction, ça va plutôt être le rédacteur en chef qui va être en contact. Mais voilà, on définit un single point of contact, pardon. J'essaie de faire un anglicisme, mais en plus, je me foire dessus. Mais voilà, on définit une personne qui va s'occuper de la sous-traitance des missions, de vérifier que c'est livré en temps et en heure, et ensuite, derrière, de l'intégrer à notre processus. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment très format externe, donc du coup, qui n'a pas accès aux mêmes outils, où on fait un peu plus attention. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on choisit un freelance, c'est parce qu'on ne va pas forcément donner accès aux mêmes choses. Mais après, voilà, ça se construit aussi dans le temps. Si c'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs mois, il devient un peu au même titre qu'un collaborateur ou quelqu'un d'interne qui a accès aux mêmes outils. L'avantage de pouvoir l'ouvrir à ces outils, c'est peut-être de le faire gagner en performance sur sa mission, Ouais. en lisibilité, en communication, etc. C'est ça. Le temps est compté. Du coup, j'ai ma dernière petite question. Alors, toi qui n'es pas du tout du milieu du recrutement, etc., et un peu comme Pas du moi, tout. de notre univers à l'origine, comment toi tu vois le futur du travail dans 5 ans?
Ok, donc là, je vais me mettre Samuel et Pauline à dos. Je vais les ajouter sur LinkedIn, ils vont pas accepter l'invitation. Sans prétention, c'est plutôt un scénario où comment je le vois, bah, déjà, c'est flexible à l'image du Covid, que ce soit tant sur les horaires, sur la géographie. Je le vois plutôt, ça a été évoqué pendant la présentation, quoi, c'est de la flexibilité. Le freelancing, c'est aussi une réponse à ce besoin de flexibilité. Il y a une charge de travail qui devient un peu plus importante, donc on a besoin de réagir rapidement pour des raisons de coût maîtrisés aussi. On ne peut pas avoir un CDI full-time et puis on utilise la capacité de prod de temps en temps et puis des fois, on peut se permettre de ne pas le faire. Si on le fait, ça veut dire que notre client final paye 100% du temps alors que les ressources derrière sont pas utilisées 100% du temps. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose qui va se calquer un petit peu plus à nos habitudes aussi maintenant. On a besoin de quelque chose, on va sur notre smartphone, on le commande. Si on n'en a pas besoin, on ne l'achète pas. Donc c'est voilà, l'instantané, la flexibilité. Ça va, je pense, ouvrir à des nouvelles manières de fonctionner, notamment l'asynchrone. Du coup, on peut ne pas travailler sur les mêmes fuseaux horaires. On peut, même en étant en France, enregistrer un podcast en asynchrone. On s'enregistre nos questions en vocal, on les envoie à notre invité, il nous les envoie. Alors, OK, on aura peut-être un petit peu de perte, mais ça peut dépendre aussi de l'objectif. Si l'objectif, il n'y a pas cet enjeu de naturel ou en tout cas de discussion, ça peut répondre à une problématique et à un besoin. Je pense qu'il y aura les gens et leurs contraintes ou leurs dispositions au centre des contraintes aussi de l'entreprise, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu recherches? Comment est-ce que tu peux t'épanouir dans ton travail et donner le meilleur et être efficace dans ton travail? Donc ça, je pense que ça va prendre une grande part dans le future of work. Et aussi, euh, pour enlever tout ce qui dépasse un petit peu et qui n'est pas forcément utile, et nous, on le met beaucoup en place, c'est tout ce qui est automatisation. Avant d'avoir besoin d'un freelance, on pose nos process, on regarde qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que l'on fait. On prend du recul sur ce que l'on fait et on se dit, OK, est-ce que là, il y a de la valeur ajoutée pour la personne? Oui, non. Est-ce qu'un freelance peut nous aider ou une ressource externe peut nous aider à combler ce besoin? Mais est-ce que la mission, elle est intéressante? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est pas de déléguer des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui sont pas intéressantes. C'est si un robot peut le faire, voilà, envoyer une salve de 10 emails, voilà, aujourd'hui, c'est fait automatiquement. Il y a tout un tas de tâches auxquelles les gens, je pense, il y a un gros travail d'éducation à faire sur l'identification des tâches qui peuvent être automatisables. Les gens ne pensent pas des fois à tout un tas de choses qu'ils font qui peuvent complètement être automatisables sans forcément enlever et dégrader la qualité. Ouais, c'est hyper Voilà, intéressant. c'est la flexibilité, l'humain au centre et tout ce qui est performance, optimisation, pas forcément dans le but de tirer plus des gens, mais plutôt de se dire qu'on fait plus avec moins et les gens ont plus de temps pour aller faire du sport en pleine journée parce qu'il y a un truc qui tourne automatiquement. Ouais, Voilà, clairement. Clairement. Merci Laurent. J'ai juste c'est envie rien. de retourner la question à Samuel parce que en fait, quand tu as parlé d'asynchrone, je sais que c'est un sujet que Samuel aime bien aussi. Toi, Samuel, du coup, ton futur du travail dans 5 ans avec son freelance. Avec freelance, oui, mais finalement, en fait, je pense dans 5 ans, les statuts ne seront pas très importants. Ce qui sera important, ce sera la compétence. Et après, en fonction de chacun, on mettra le statut que chacun veut, mais ce ne sera pas très important. Ça sera secondaire. Et puis après, ouais, évidemment, asynchrone, c'est ce qui permet de mener plusieurs projets de front. C'est ce qui permet d'être un coup prestataire, un coup client, un coup freelance, un coup salarié. Enfin, tu peux tout faire en même temps, quoi, en étant asynchrone. Et moi, je le vois au quotidien dans tous mes projets déjà maintenant. C'est même pas dans 5 ans, hein. Je bosse que en asynchrone et c'est ce qui me permet de bosser sur plein de sujets complètement différents avec des gens complètement différents qui eux-mêmes ont des rythmes différents et de mener des projets en étant quasiment cofondateur du projet, alors même que pour moi et pour l'autre personne, c'est pas notre principal truc, tu vois, c'est notre deuxième ou troisième sujet. Donc déjà maintenant, ouais, asynchrone à 1000%. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions qui souhaiteraient poser? N'hésitez pas là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le micro. Si vous souhaitez ouvrir votre caméra, on sera ravi de vous entendre. Il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée sur la partie plutôt entretien de recrutement. Est-ce que l'entretien de recrutement d'un freelance nécessite la séduction du freelance aussi? Parce qu'il peut avoir en fait plusieurs missions en même temps et projets en asynchrone en même temps. Et donc, c'est vrai que le freelance est un profil qui est déjà en activité peut-être à la différence d'un salarié et qui du coup, pour une mission supplémentaire, va
être un peu plus difficile. Donc la question c'est est-ce qu'on recrute finalement un salarié vraiment comme, on recrute un freelance comme un salarié? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de plus se vendre? Juste pour rebondir là-dessus, je pense que l'opération séduction, elle est vraie tout le temps, en fait. En réalité, pardon pour ce ref un peu ancienne peut-être, mais effectivement, je pense que, et Samuel en parlait de toute façon, c'est hyper important de convaincre sur son entreprise, mais aussi, enfin voilà, là on rentre dans des considérations aussi de marque employeur, mais convaincre en étant sincère et sans essayer de modifier qui l'on est, sans essayer de vendre une image qui n'est pas le reflet de ce qui se passe en interne, parce que ça crée évidemment une déception, une frustration et c'est pire encore. Mais oui, bien sûr, je pense qu'au même titre qu'un recrutement salarié et peut-être même plus, il est impératif de convaincre l'intérêt de la mission. Et Laurent en parlait, et du coup, il le fait assez spontanément aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit, quand il va confier des missions, il réfléchit aussi en se demandant quel est l'intérêt pour le freelance de réaliser ses missions. En quoi est-ce que c'est intéressant pour lui de réaliser ses missions? Donc oui, moi, je dirais que oui. Ouais, je partage, c'est sûr, parce qu'en fait, un freelance débutant, peut-être qu'il a du temps et il n'est pas sollicité de partout, mais tous les freelances, pas forcément experts, mais qui sont déjà un peu expérimentés au moins depuis quelques années, forcément que soit ils sont déjà en mission, soit ils sont déjà sollicités pour plein de missions. Autour de moi, les freelances qui ont ne serait-ce que 3 4 ans d'expérience déjà, ont déjà les carnets d'adresses, le carnet de commandes, pardon, qui est rempli jusqu'au mois de juin, hein. Donc, il faut se positionner et il faut le séduire. Et pour ça, il faut montrer qu'on a compris comment est-ce qu'il travaille et peut-être qu'il a des choses à apprendre aussi. C'est ça peut-être qui va guider la mission, c'est-à-dire que tu as un terrain de jeu sur lequel tu vas pouvoir apprendre et acquérir de nouvelles compétences. On a Joël qui nous pose une autre question. Il est dans le TGV, du coup, il ne peut pas activer son micro, donc je ferai sa voix. La question du développement du freelancing comme du full remote pose aussi la question de la culture d'entreprise et de ce que sera ou pas une entreprise. Quelle est votre vision sur cette problématique? Ouais, il y a un vrai enjeu forcément de création de culture d'entreprise, mais les freelances peuvent être intégrés de la même façon qu'un salarié à la culture d'entreprise. Ça dépend, chacun va placer son curseur. Je pense que là, c'est à la discrétion de l'indépendant de pouvoir choisir. L'entreprise, elle doit être capable de l'intégrer ou de ne pas l'intégrer. Il y en a qui vont être dans une logique plutôt mercenaire, mais ce n'est pas la majorité, qui vont être là juste pour prendre leur billet, pour faire leur mission et pour s'en aller. Pour le coup, en vrai, si je fais appel à un freelance pour une demi-journée, je n'ai pas forcément besoin de lui expliquer la culture de ma boîte, passer du temps avec lui. Mais quelqu'un qui va être là pour 3 mois, 6 mois, passer du temps avec les équipes, échanger au quotidien, il y a de bonnes chances qu'il ait envie de partager des repas, qu'il ait envie de participer s'il y a des séminaires, des temps forts en tout cas. Donc, forcément qu'il est intégré à la culture d'entreprise, ça paraît être une évidence. Et bien sûr qu'il faut le faire. Et après, la culture d'entreprise en asynchrone, c'est une autre façon de la créer, mais on a une culture de l'écrit qui est plus importante, on a des temps forts qui sont différents, qui sont à distance, qui sont en présentiel aussi, mais beaucoup plus qualitatifs. C'est tout un autre sujet encore, mais on peut complètement créer une culture d'entreprise et la développer à distance. J'ai été voir des boîtes comme Automatic, comme GitLab, Upwork, qui ont des centaines, voire milliers de salariés en distance et qui marchent très bien et qui se développent, qui sont en full croissance et qui ont une vraie culture d'entreprise. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est simplement qu'il faut adapter la façon de la faire passer et adapter aussi peut-être aux attentes aux attentes d'expérience qu'ont peut-être les profils freelance éventuellement. Il y avait juste une autre question sur laquelle tu as répondu à l'écrit, Pauline. Peut-être qu'on peut dire si des personnes n'ont pas vu dans le chat. Est-ce qu'un recrutement de freelance va plus vite qu'un recrutement salarié? Je sais pas, tu peux peut-être redire les éléments que tu as répondu. Oui, en gros, je disais, alors c'est un peu difficile de donner une réponse dans l'absolu, mais on va dire dans la majorité des cas, oui. Pourquoi? Parce que le recrutement freelance, il va plus vite dans la prise de décision. Il y a moins d'enjeux que sur un recrutement salarié. En tout cas, dans l'esprit du recruteur, de la personne qui fait appel à un freelance, il y a moins d'enjeux. Ça paraît moins risqué sur l'engagement. Et généralement, la ressource est disponible plus rapidement pour démarrer la mission versus les 3 mois de préavis qu'on a respectés sur du recrutement salarié, quoi. Maintenant, il y a des cas de figure, pour rebondir sur ce que disait Samuel aussi. Évidemment, il y a des cas de figure sur des expériences qui peuvent être très pénuriques, etc., où la pénurie des talents se fait ressentir aussi sur les indeps.
Si quelqu'un a une petite dernière question, je pense que Laurent va devoir nous laisser puisqu'il y a son enfant qui doit l'attendre. Il a un peu de retard, mais si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à nous la poser. Non, c'est bon pour vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous envoyer par email le support de la présentation, même si vous avez vu qu'on a dit pas mal de choses oralement. Mais surtout, on vous enverra le replay, que si vous voulez le revisionner ou le partager à des collègues, des membres de votre équipe, des pairs, n'hésitez pas. Ce sera un lien YouTube, donc ce sera facile à transmettre. En tout cas, merci de vous être connectés. On espère que ce petit moment ensemble vous a permis de vous éclairer, peut-être répondre à des questionnements et en tout cas d'être proactif dans une stratégie de recrutement et de management de freelance plutôt que d'être en réaction. En tout cas, c'était là notre objectif ce soir. À bientôt et merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.